Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on aborde une question, je pense, fondamentale pour beaucoup de geeks. Pourquoi on veut apprendre à programmer des jeux vidéo? C'est quoi la vraie motivation derrière? Oui, la flamme initiale. Exactement. Et on va s'appuyer sur le témoignage de David, qui est formateur chez GameCoder. Il a un point de vue assez intéressant. Oui, il observe que beaucoup de gens se jettent sur le comment, les outils, le langage C++, Python, tout ça. Sans avoir défini leur pourquoi. C'est ça. Quelle idée de jeu, quelle vision créative ils ont. Tout à fait. Donc notre objectif ici, c'est vraiment d'aller au cœur de cette idée. Pourquoi définir sa motivation, c'est si crucial? Peut-être même plus que la technique au début. Ben oui, c'est ça l'idée. Et on va utiliser son parcours personnel comme fil rouge en fait. Alors, allons-y. Ce qu'il surprend, lui, David, c'est ça. Voir des gens vouloir coder, mais sans savoir quel jeu ils veulent faire. Ça fait penser au livre Start with Why, commencer par le pourquoi. Oui, cette idée que la motivation, le sens, c'est le moteur de tout. Et pour lui, son pourquoi personnel, c'était créer des mondes. Donner vie à des univers, comme il dit. C'est ça. Il parle de sa fascination quand il était gamin avec son Amstrad CPC. Oh, l'Amstrad, Toute une époque. de voir le petit personnage bouger à l'écran. Il dit que c'était magique bien avant d'être technique. C'est fort comme image, non? Ah oui, complètement. Et ce pourquoi, ça a guidé tout son apprentissage, en fait. Comment ça? Il raconte qu'il a découvert le basique dans le manuel de l'ordi. À l'époque, l'info, fallait aller la chercher. C'est clair. Pas de Google. Exactement. Et puis il y avait les magazines, avec logiciels et compagnie, où il fallait tout recopier. Des pages et des pages de code. Oui. Et il y a cette anecdote que je trouve géniale. Il lisait les descriptions de jeux, tu sais, l'invincible héros, et il voulait recréer ça. Il voulait faire ressentir la même chose. Voilà. Alors il dessinait ses vaisseaux sur du papier millimétré pour un jeu spatial qu'il imaginait. Avant de les coder, ligne par ligne. L'instruction DRAW, il s'en souvient encore. C'est ça. Chaque petit truc technique qu'il apprenait, hop, c'était au service d'une idée créative. C'était pas apprendre pour apprendre. Et du coup, ça éclaire sa vision actuelle, sa philosophie. La création d'abord, les outils après. Oui, il est assez critique sur la tendance actuelle à se jeter sur les gros moteurs, Unity, Unreal Engine. Hmm. Ou même l'IA générative, là, les intelligences artificielles qui créent des images du texte. Ouais, sans avoir un projet précis en tête. Et il dit que souvent, ça mène à l'abandon. Et il n'est pas fan de commencer par vouloir refaire des jeux énormes, genre cloner Mario d'entrée de jeu. Non, lui, il prône une approche plus artisanale. C'est le mot qu'il utilise. Artisanal, c'est-à-dire. Privilégier un éditeur de code simple, genre Sublime Text, un langage comme Lua, Lua, oui, c'est assez léger comme langage utilisé dans pas mal de jeux indés. voilà. Pour vraiment mettre les mains dans le cambouis, comprendre le code, accepter de chercher les bugs. C'est l'image de l'artisan dans son atelier, quoi. Concentré sur sa matière, j'aime bien l'idée. Et donc, commencer petit. Oui, tout à fait. S'inspirer de jeux plus anciens, des années 80, comme ceux du ZX Spectrum. Ah, le Spectrum vénère, avec ses couleurs flashy. Oui, et des jeux avec des concepts simples mais efficaces. Il donne l'exemple de Bump and Jump. Ah oui, le jeu de voiture, on saute sur les autres. Simple, fun et faisable pour un débutant. Exactement. Ça démystifie un peu le truc, je trouve. Et ça donne quoi concrètement cette approche? Il en parle? Oui, il montre son projet de Dungeon Crawler, un jeu d'exploration de donjons qu'il développe en Lua avec le framework Love2D. Love2D, ok. C'est une boîte à outils pour faire des jeux 2D facilement avec l'UA. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec des formes très simples, des lignes, des polygones, il crée une ambiance. Il dit « Moi, je vois les murs du donjon, pas juste des rectangles à l'écran. L'immersion vient de la vision, pas forcément des graphismes ultra poussés. » Exactement. Et d'ailleurs, regarde le succès récent de Balatro. Ah oui, le jeu de poker roguelike, incroyable succès. Il a été fait avec Love2D. Ça prouve bien que des outils dits simples peuvent donner des jeux géniaux. La technique, c'est pas tout. Donc si on résume les conseils clés qui ressortent de tout ça. Premièrement, Le pourquoi. Trouver sa raison, le moteur personnel. c'est ça, le cœur du sujet. Ensuite, commencer petit. Des idées simples, inspirées de jeux qu'on aime et qui paraissent faisables. Et accepter que ça ne soit pas parfait au début. Il le dit cash. Accepte de faire de la merde. Oui, il faut dédramatiser l'échec, quoi. C'est normal de tâtonner. Tout à fait. Et le dernier point, c'est de se concentrer sur le plaisir. Le plaisir de créer, d'apprendre en faisant. Plutôt que de viser la performance technique immédiate ou la maîtrise absolue de l'outil le plus complexe. Voilà. La programmation de jeu vue comme un acte de création avant tout. La technique vient servir cette envie. En synthèse, donc, ce qui marque vraiment dans ce témoignage, c'est ça,
La motivation profonde, le pourquoi, c'est le vrai carburant. C'est ce qui donne la force de continuer quand ça devient compliqué. Parce que bon, ça l'est parfois. Ah, ça c'est sûr. Apprendre à coder, c'est pas toujours une partie de plaisir. Mais si on a cette vision créative, ça donne du sens à l'effort. C'est la boussole en fait. Une boussole, j'aime bien cette image. Et ça amène une réflexion un peu plus large, peut-être. Oui. Si identifier son pourquoi, c'est si important pour apprendre à créer des jeux, est-ce que cette démarche, est-ce qu'elle pourrait pas nous aider à aborder autrement l'apprentissage de n'importe quelle compétence un peu complexe? Voilà, une petite graine à laisser germer.